Depuis la fin de la guerre de conquête de 1763, l'Église s'est assurée de collaborer avec les autorités britanniques dans le but d'obtenir des privilèges spécifiques, mais aussi d'assurer sa propre survie. Toutefois, c'est surtout autour des années 1840 que cette institution connaît d'importants développements. Et même si l'Église s'éloigne quelque peu du gallicanisme, elle travaillera étroitement avec les autorités en les supplantant à certains moments. Auparavant, l'appel de Dieu n'était pas si séduisant pour les Canadiens français. Le climat social qui règne lors des débuts timides de la révolution industrielle au Canada pousse plusieurs habitants à œuvrer au sein des communautés religieuses. L'éducation gratuite qui y est offerte, en plus des constructions bien tenues, pousse les Canadiens et Canadiennes françaises à œuvrer en éducation, en santé et au sein des services sociaux. En 1840, Monseigneur Ignace Bourget devient le deuxième évêque de l'histoire de Montréal. Ce dernier, qui avait fait ses études au Petit Séminaire de Québec, était considéré de tous comme un ultramontain. Dès 1841, la loi sur l'instruction publique allait confirmer la place prépondérante de l'Église catholique dans l'éducation des Canadiens français. Monseigneur Bourget s'efforça d'installer de nouveaux ordres religieux dès son arrivée au pouvoir. Des communautés religieuses telles que les Clercs Saint-Viateur en 1847 à Joliette et les Jésuites à Montréal en 1842 allaient fonder entre autres des séminaires classiques pour préparer des étudiants à l'université. D'ailleurs, c'est durant les années de règne de Monseigneur Ignace Bourget que sera fondée la première université francophone en Amérique à Québec, soit l'Université Laval en 1852. Un peu jaloux de Québec, Bourget réalisera plusieurs démarches auprès du Vatican pour faire de même en Montréal. Et c'est ainsi qu'en 1878 que sera fondée la première université en sol montréalais, ce qui deviendra éventuellement l'Université de Montréal. Pour l'évêque de Montréal et l'ensemble du clergé canadien, l'Église doit essentiellement encadrer toutes les activités des habitants. C'est pourquoi on fonde un journal nommé Les Mélanges religieux dans lesquels on vante les mérites de la foi catholique et on s'associe aussi avec des laïcs pour encadrer les démunis avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. L'Église doit être en mesure de faire respecter l'autorité du pape partout sur son territoire, mais surtout dénoncer les activités qui sont morales de celles qui ne le sont pas. Sur le plan politique, Monseigneur Bourget voit d'un mauvais œil l'influence étrangère sur les Canadiens français. Il y a quelques années que les rébellions patriotes condamnées par le clergé sont terminées. Toutefois, le Parti rouge, nouveau descendant idéologique du mouvement créé par Louis-Joseph Papineau, prône même l'annexion aux États-Unis au retour de l'exil de l'ancien chef patriote vers 1845. C'est d'ailleurs le neveu de Papineau, Louis-Antoine Dessaulles, et son collègue libéral Antoine-Aimé Dorion qui pilotent le parti. Le nom de ce parti libéral et anticlérical viendrait de la Révolution française de 1848 et aurait été donné par Louis-Hippolyte Lafontaine du Parti bleu, allié du clergé, pour diaboliser le parti qui prônait une séparation de l'État et de l'Église. Dans ses lettres pastorales de 1858, Monseigneur Bourget condamne les membres de l'Institut canadien qui avait été fondé en 1844. Bourget menace d'excommunication ces derniers qui étaient pratiquement tous de confession catholique. Les intellectuels sont accusés de lire des volumes interdits par le Vatican et des volumes qui étaient mis à l'index. Et malgré la fondation de l'œuvre des bons livres par le clergé en 1845 qui se voulait un rempart à l'organisation anticléricale, ces derniers ne sont pas capables d'empêcher la publication d'un journal libéral qui se nommera L'Avenir. Il faudra attendre en 1877 pour voir l'Institut canadien de Montréal fermer ses portes pour la première fois. Pour l'Église, il est essentiel de se faire porte-étendard de la protection des Canadiens français par des valeurs plutôt traditionnelles telles que l'agriculture et l'obéissance à Dieu. Elle était donc la seule qui pouvait protéger les intérêts des Canadiens français à un moment où l'immigration externe se faisait de plus en plus présente. Il n'est donc pas surprenant de voir cette organisation dresser d'importantes infrastructures telles que la cathédrale Marie-Reine du Monde dans les années 1870. Cette cathédrale se voulait une reproduction de la basilique Saint-Pierre de Rome et un hommage au pape Pie IX à qui Bourget vouait un culte presque divin. Fin stratège, Bourget fit un choix judicieux en plaçant ce prestigieux bâtiment en plein cœur du monde protestant et du monde canadien-anglais. Avec plus d'un tour dans son sac, Monseigneur Ignace Bourget fera lever une armée de soldats canadiens-français qu'il nommera les Zouaves pontificaux pour défendre l'Italie catholique du pape Pie IX qui vit une crise politique. La bataille de Montana de 1867 ne comportait pas vraiment de soldats canadiens-français.
C'est par la suite que des dizaines d'hommes partiront en Europe en support au pape. Monseigneur Bourget utilisera le retour au pays de ces derniers pour glorifier la place des Canadiens français dans l'Église catholique. Toujours en l'honneur de ce même pape, Monseigneur Bourget enverra ses soldats sans travail fonder la ville de Piopolis dans les cantons de l'Est en 1871. Lorsque nous étudions l'histoire religieuse du Canada du 19e siècle, il apparaît inévitable que la femme a dû revendiquer courageusement son accès à l'éducation et au droit de vote au sein des autorités plutôt frileuses devant les réformes sociales. Pourtant, quelques-unes avaient obtenu le droit de vote lors de l'acte constitutionnel de 1791 pour le perdre finalement en 1849 dans le cadre du gouvernement responsable et de la montée du pouvoir religieux. C'est ainsi grâce à des mouvements de réformisme social que ces dernières pourront commencer à fréquenter les universités telles McGill à partir de 1884. Ces événements fondateurs se cachent timidement derrière le féminisme contemporain, mais ces derniers allaient influencer de façon permanente l'histoire des femmes au Canada.